Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter d'une manière très simple les premiers cours d'immunologie en troisième année. Avant de commencer, je voulais vous situer par rapport au programme des cours administrés en troisième année. L'année passée, on a vu le premier chapitre d'immunologie, c'était l'immunologie fondamentale. Cette année, on a trois chapitres, l'immunologie pratique, l'immunopathologie et l'immunothérapie. L'immunologie pratique s'intéresse à étudier les différentes techniques et méthodes euh, qui, euh, qui permettent l'exploration du système immunitaire. L'immunopathologie s'intéresse aux pathologies, aux maladies qui intéressent ou les maladies qui touchent le système immunitaire. Et on a à la fin l'immunothérapie, c'est l'application de l'immunologie en thérapeutique. En ce qui est du premier chapitre, qui est l'immunologie pratique, on a dit que l'immunologie pratique étudie les méthodes ou les techniques qui explorent le système immunitaire. Ces techniques sont appelées les méthodes ou les techniques immunologiques ou bien les techniques immunochimiques. Ces techniques feront l'objet de cette vidéo. On commence d'abord par un petit rappel sur l'interaction antigène-anticorps et les caractéristiques de ces acteurs. Et à la fin, ensuite, on verra qu'est-ce que ça veut dire une méthode immunologique et quelles sont les principaux méthodes immunologiques. On commence d'abord par le rappel. Le rappel fait les caractéristiques de l'interaction antigène-anticorps et les acteurs de cette interaction. Premièrement, les interactions antigène-anticorps. L'interaction ou la réaction antigène-anticorps possède quatre caractéristiques: la rapidité, la réversibilité, l'affinité et la spécificité. La rapidité, l'interaction antigène-anticorps est une réaction très rapide. C'est une réaction réversible. Un anticorps possède une affinité pour son antigène. Cette affinité est déterminée par la somme des forces attractives et répulsives qui existent entre cet anticorps et cet antigène. Ces forces sont principalement des forces ioniques, des liaisons hydrogènes, des liaisons hydrophobes et les forces de Van der Waals. La dernière caractéristique, c'est la spécificité. Un anticorps est spécifique pour son antigène grâce à une complémentarité structurale entre ces deux molécules. Cette spécificité, elle n'est pas absolue, c'est-à-dire un anticorps peut lier plus d'un antigène. C'est ce qu'on appelle les réactions croisées, grâce à à la ressemblance structurale entre ces deux antigènes. Deux antigènes qui possèdent des épitopes communs peuvent lier le même anticorps. Ça, c'était les caractéristiques de l'interaction antigène-anticorps. Maintenant, les acteurs de cette réaction. La réaction antigène-anticorps fait intervenir deux molécules, la molécule d'antigène et la molécule d'anticorps. On va voir d'abord la première molécule, qui est l'antigène. L'antigène est une molécule qui possède deux caractéristiques fondamentales, l'antigénicité et l'immunogénicité. L'immunogénicité, c'est la capacité de la molécule de stimuler le système immunitaire. L'antigénicité signifie que la molécule peut lier des récepteurs ou des effecteurs spécifiques du système immunitaire, soit des anticorps, soit des effecteurs cellulaires. Un antigène peut être univalent, univalent ou multivalent, unidéterminé ou multidéterminant. Quelle est la différence entre ces notions? Pour faire la différence, on va faire une petite comparaison. Si on prend par exemple cet antigène qu'on va appeler l'antigène B et cet antigène qu'on appelle l'antigène D. L'antigène B peut lier un seul type d'anticorps. On dit que l'antigène B, il est unidéterminé. Tandis que l'antigène B, lui, il peut lier deux types différents d'anticorps. On dit que l'antigène D, c'est un antigène multidéterminé. Donc un antigène unidéterminé, c'est un antigène qui peut lier un seul type d'anticorps, tandis qu'un antigène multidéterminé peut lier des anticorps, des anticorps de type différent. Maintenant, quelle est la différence entre un antigène univalent et multivalent? Pour faire la différence, on va comparer l'antigène C et l'antigène D.
L'antigène C possède un seul épitope de chaque type, tandis que l'antigène D possède plusieurs épitopes de chaque type. On dit que l'antigène C est un antigène univalent, tandis que l'antigène D, il est multivalent. Donc un antigène univalent, c'est un antigène qui possède un seul épitope de chaque type. Un antigène multivalent, c'est un antigène qui possède plusieurs épitopes de chaque type. Ça, c'était l'antigène. Le deuxième acteur, c'est l'anticorps. L'anticorps, c'est une molécule protéique produite par les plasmocytes et qui est spécifique à l'anticorps grâce à sa partie variable, le fragment FAB. Le fragment FC, c'est le fragment constant qui se lie au récepteur spécifique des phagocytes. L'anticorps, lui, les anticorps peuvent être monoclonaux ou polyclonaux. Les anticorps monoclonaux possèdent le même paratope. Les anticorps polyclonaux ont des paratopes différents. Les anticorps peuvent être aussi monospécifiques ou polyspécifiques. Des anticorps monospécifiques ne peuvent lier qu'un seul antigène, par exemple l'antigène A, tandis que des anticorps polyspécifiques, par exemple cet antigène, il peut lier l'antigène A comme il peut lier l'antigène B grâce à la présence d'épitopes euh, la présence d'épitopes communs entre ces antigènes. C'est ce on a déjà parlé des réactions croisées. C'est ce qu'on appelle la réaction croisée. Ça, c'était le rappel sur la réaction antigène-anticorps, ses caractéristiques et ses acteurs. La réaction antigène-anticorps va aboutir à la formation d'un complexe. C'est le complexe antigène-anticorps. Maintenant, toute technique ou méthode qui va nous permettre de mettre en évidence ce complexe, qui est le résultat de la réaction antigène-anticorps, on va l'appeler méthode immunochimique ou méthode immunologique. Donc, une méthode immunologique, c'est toutes les méthodes, c'est toute méthode qui peut mettre en évidence le complexe antigène-anticorps. Quel est l'intérêt de ces techniques ou de ces méthodes? Ces techniques vont nous permettre soit de détecter et quantifier un antigène, par exemple des protéines sériques, des virus, etc., ou bien des anticorps, des immunoglobulines, par exemple un composant monoclonal, des auto-anticorps dans le sérum, etc. On a vu la définition. Le rappel, la définition des méthodes immunochimiques. Qu'est-ce qu'une méthode immunochimique? Quel est l'intérêt des méthodes immunochimiques? Maintenant, les différentes méthodes immunochimiques ou immunologiques. Les méthodes immunologiques peuvent être divisées en deux catégories selon l'utilisation d'un marqueur ou l'absence euh, du marqueur. On a des méthodes immunologiques sans utilisation du marqueur qui peuvent mettre en évidence le complexe antigène-anticorps sans utilisation de marqueur. Et on a des méthodes immunologiques qui peuvent mettre en évidence le complexe antigène-anticorps, mais en utilisant un marqueur ou un traceur. Dans cette vidéo, on va voir seulement les méthodes immunologiques n'utilisant pas un marqueur. Les autres, c'est-à-dire les techniques immunologiques utilisant un marqueur, feront l'objet d'autres vidéos. Les techniques immunologiques utilisant un marqueur. Ces techniques sont de deux types. On a les techniques d'immunoprécipitation et les techniques d'agglutination. Quelle est la différence entre ces deux techniques? Les techniques d'immunoprécipitation vont nous permettre peuvent mettre en évidence un précipité. Les techniques d'agglutination peuvent mettre en évidence un agglutinant. Qu'est-ce que ça veut dire un précipité et un agglutinant? Un précipité, c'est un complexe antigène-anticorps dont l'antigène est une molécule soluble, un antigène moléculaire ou soluble. Par exemple, une hormone, par exemple, un virus,
une protéine sérique, etc. Lorsque l'antigène est moléculaire ou soluble, le complexe antigène-anticorps formé euh, va constituer un précipité, c'est-à-dire tarasob. Tandis que l'agglutinat, c'est un complexe antigène-anticorps dont l'antigène est particulaire ou cellulaire. Par exemple, des hématies, des globules rouges, des bactéries, des billes de latex, etc. Donc, si l'antigène il est soluble ou moléculaire, le complexe antigène-anticorps va former des précipités dans la soupe. Si l'antigène il est par contre cellulaire, c'est une cellule ou particulière, le complexe antigène-anticorps va former un agglutinat, TARAS. On commence d'abord par voir les réactions d'agglutination et puis on verra les réactions de précipitation. Les réactions d'agglutination, on va voir qu'est-ce qu'une réaction d'agglutination, quels sont les facteurs influençant cette réaction et puis les types d'agglutination immunologique. C'est une sorte de classification des réactions d'agglutination. Une réaction d'agglutination, c'est la formation d'amas suite à la réaction antigène-anticorps. L'interaction entre l'antigène et l'anticorps va former un agglutinat. L'agglutinat, va former des amas. L'aspect de l'interaction sera hétérogène. Je reprends la définition de la réaction d'agglutination. La réaction d'agglutination, c'est la formation d'amas suite à la réaction entre un antigène et un anticorps. Ça, c'était la définition. Les acteurs principaux de l'interaction antigène-anticorps, la réaction d'agglutination, l'antigène, comme on a déjà dit, c'est un antigène moléculaire ou soluble. Donc, elle va intervenir, pardon, un antigène particulier ou cellulaire. La précipitation, l'antigène, il est soluble. Elle va intervenir un antigène particulier ou cellulaire, par exemple des particules de latex, des globules rouges ou des bactéries. Et il va intervenir également un anticorps agglutinant. Les anticorps agglutinants, en premier lieu, on a les IgM. Pourquoi les IgM? Les IgM, comme on a déjà vu, ils ont une structure pentamérique, c'est-à-dire ils peuvent lier plusieurs antigènes en même temps. Et puis, ils vont faciliter l'agglutination. Donc, les anticorps agglutinants sont en premier lieu les IgM et puis on aura les IgG. L'interaction entre cet antigène particulier ou cellulaire et l'anticorps de type IgM va former des agglutinants. Si l'antigène est représenté par les globules rouges ou les hématies, on parle d'hémagglutination. Donc l'hémagglutination, c'est une agglutination dont l'antigène est représenté par les hématies. Donc on a vu la définition, les acteurs de la réaction. Maintenant, les facteurs influençants. Les facteurs influençant la réaction d'agglutination sont principalement la température. Comme on va voir dans d'autres cours, on a ce qu'on appelle les cryoglobulines. Les cryoglobulines sont des immunoglobulines qui précipitent à une température inférieure à 37 degrés. Le deuxième facteur, on a le pH et la force ionique qui vont influencer également l'interaction entre l'anticorps et l'antigène. Et on a à la fin la concentration de l'antigène et de l'anticorps. La concentration de l'antigène et de l'anticorps détermine la formation des agglutinants. On reprend un schéma. Dans ce schéma, on a fait 3 expériences. On a fait une première expérience dont on a mis des antigènes et des anticorps avec une concentration plus élevée d'anticorps. Une autre réaction ou interaction dans laquelle les antigènes sont beaucoup plus nombreux que les anticorps. Et dans une troisième réaction, on a fait
on a fait que la concentration des antigènes et des anticorps soit équivalente. Dans le premier cas, c'est-à-dire en excès d'anticorps, on n'a pas la formation de précipités ou d'agglutinants, puisqu'on a seulement quelques anticorps qui vont fixer le petit nombre d'antigènes, les autres vont rester libres. Donc, on n'aura pas formation de réseau. Le cas de l'excès d'antigènes, on a également tout anticorps va lier plus d'un antigène et on n'aura pas la formation d'un réseau. Le réseau ne va se former que si la concentration des antigènes est équivalente à la concentration des anticorps. Donc la concentration des antigènes et des anticorps est un facteur qui va déterminer la formation des réseaux et puis la formation d'agglutinants. On appelle ce phénomène le phénomène de prozone. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les réactions d'agglutination sont des réactions qualitatives. C'est-à-dire, elles ne vont pas nous permettre de doser ou de quantifier les antigènes ou les anticorps. Elles permettent plutôt de déterminer, d'affirmer l'existence ou l'absence de l'anticorps ou de l'antigène dans la solution. معناتها يقول لك ايه كاين l'antigène ولا ما كاش وما يقدرش يقول لك شحال كاين. On a vu la définition, les acteurs, les facteurs influençants. Maintenant, les aspects fondamentaux. Les réactions d'agglutination peuvent se faire sur lame, en tube ou bien en microplaque. La réaction d'agglutination sur lame. Dans une lame, on met une solution qui contient par exemple des anticorps, on les met en contact avec les antigènes, avec des antigènes. Si l'anticorps correspond à l'antigène, on fait une agitation par mouvement circulaire. Si l'anticorps correspond à l'antigène, on aura la formation des complexes. Les complexes vont former un agglutinant. L'agglutinant forme des amins. Et on aura un aspect hétérogène à la lecture. Si par contre l'anticorps ne correspond pas à l'antigène, on n'aura pas la formation des réseaux et puis l'aspect reste homogène. Donc la réaction sur l'âme, on aura deux aspects, l'aspect homogène et l'aspect en amas. La réaction en tube, le même principe, sauf on rajoute la sédimentation. Si on a les aspects sont les mêmes. Si on a la formation d'amas, c'est une réaction positive. L'anticorps correspond à l'antigène. Par contre, si l'aspect reste homogène, la réaction est dite négative. Maintenant, la réaction en microplaque. La microplaque, c'est une plaque qui possède un fond conique, c'est-à-dire en V. Si l'anticorps correspond à l'antigène, on aura la formation d'un réseau. Le cas de la microplaque, le réseau va se déposer en tapis sur le V conique, le fond du V. L'aspect sera dans ce cas homogène. Donc si on a la formation d'un tapis homogène, la réaction elle est dite positive. C'est le réseau d'agglutinants qui se dépose en tapis homogène au fond du tube conique en V. Par contre, si la réaction elle est négative, l'antigène utilisé qui est dans ce cas les globules rouges vont se déposer au fond du V conique. Ils vont former un aspect, ce qu'on appelle l'aspect en bouton. On a l'aspect en bouton. Donc si l'aspect il est homogène, en tapis homogène, la réaction elle est dite positive. Si par contre on aura un aspect en bouton, la réaction elle est dite négative. Donc en tout, on a quatre aspects. L'aspect
la réaction en plaque et la réaction en tube. On a l'aspect homogène et l'aspect agglutinant ou en amont. En microplaque, on aura soit un aspect en tapis ou bien en bouton. L'aspect en tapis, c'est une réaction positive. En bouton, la réaction, elle est négative. Aspect homogène, c'est une réaction négative. Agglutinant, c'est une réaction d'agglutination positive. Donc, on a vu la définition, les acteurs, les facteurs influençants, les aspects fondamentaux. Maintenant, on va voir les différents types d'agglutination immunologique. On a principalement trois types d'agglutination immunologique. On a l'agglutination selon les principes d'agglutination. On a l'agglutination active ou directe, l'agglutination passive ou indirecte, et on a l'inhibition de l'agglutination. L'agglutination, quelle est la différence entre l'agglutination active et l'agglutination active et l'agglutination passive? L'agglutination active, on va utiliser directement un antigène particulier. Tandis que l'agglutination indirecte ou passive, on va utiliser un antigène soluble, mais qui sera fixé sur une particule ou une émancée. Donc, c'est-à-dire il y a la différence entre agglutination active et passive. Agglutination directe, l'antigène il est directement particulaire. Agglutination indirecte, l'antigène il est principalement soluble, on le rend particulière en le déposant sur la surface d'une cellule ou d'une bactérie, d'une particule de latex, etc. Pour chaque technique, on va voir, pour chaque méthode immunologique, on va voir la technique de réalisation et les applications. On commence par l'agglutination active. C'est simple, on a dit, on met des antigènes directement particuliers, par exemple des hématies ou des bactéries, en contact avec des anticorps agglutinants, principalement les IgM. On aura la formation d'une agglutination, et si les particules sont des hématies, on parle d'hémagglutination. Il y a l'agglutination active ou directe. Quelle est l'application ou l'intérêt de les méthodes? On les utilise pour le groupage sanguin et la sérologie bactérienne. La sérologie bactérienne pour doser, c'est pas pour doser. On a dit que les tests d'agglutination, toutes les tests d'agglutination sont des tests qualitatifs et non pas quantitatifs. Ils ne permettent pas de doser la quantité des antigènes et des anticorps. Ils permettent de détecter des bactéries dans le sang ou bien des anticorps dans le sang. Le groupage sanguin et la sérologie bactérienne. Pardon. Le groupage sanguin, l'exemple du groupage sanguin, par exemple, dans une plaque, on met une goutte de sang et on met avec un anti-B, un anti-A, puis un anti-AB. On remarque qu'il y a l'aspect reste homogène avec l'anti-B, c'est-à-dire les hématies ne contiennent pas l'antigène B. Par contre, on remarque un aspect en amont avec l'anti-A et l'anti-AB, c'est-à-dire le groupe sanguin contient un antigène B et on aura la formation de réseau. La formation de réseau donne un agglutinant. Le groupe sanguin numéro 1, c'est le groupe A. Et ainsi pour les autres. Ça, c'était le premier type d'agglutination, l'agglutination active ou directe qui utilise directement des antigènes particuliers. Le deuxième type, c'est l'agglutination passive ou indirecte. Fait le cas, on a dit, on va voir comme pour l'agglutination active, on va voir la technique de réalisation et les applications. La technique de réalisation, l'antigène, il n'est pas directement particulier, il est plutôt soluble. On va le mettre ou l'incorporer sur la surface de particules ou de globules rouges et on obtiendra ainsi un antigène particulier. Il est rendu particulier par la fixation sur
un globule rouge ou une particule inerte. Cet antigène rendu particulier, il est mis en contact avec des anticorps agglutinants et on aura une réaction d'agglutination. Ça, c'est la technique de réalisation. Maintenant, les exemples d'application. L'agglutination passive ou indirecte, elle est utilisée dans les tests de Coombs, le test au latex, le test de Waller-Rose. Et on a également un autre exemple, c'est la sérologie syphilitique. Donc, 4 exemples d'application. Le test au latex et le test de Waller, l'intérêt de texte ou l'intérêt à l'agglutination passive et le texte, c'est la mise en évidence du facteur rhumatoïde. Le facteur rhumatoïde, c'est un anticorps antiglobule, un anticorps humain. Le test de Coombs, il a beaucoup d'applications. Il est impliqué pour la détection d'une incompatibilité fœto-maternelle, la détection d'auto-anticorps dans le sérum, etc. La dernière application, c'est la sérologie syphilitique qui permet de mettre en évidence des antigènes spécifiques et non spécifiques. C'est le cas de la syphilis, l'infection par la syphilis. On va voir chaque exemple, chaque application à part. On commence d'abord par le test au latex. Le test au latex, on a dit le test au latex et le test de Waller-Rose, ce sont des tests qui vont nous permettre de détecter le facteur rhumatoïde. Le facteur rhumatoïde, comme j'ai déjà dit, c'est une immunoglobuline, c'est principalement une IgM. Cette IgM, elle peut lier des immunoglobulines humaines, des IgG humaines. Les complexes, ces agglutinants dans le sérum normal, les agglutinants IgG, facteurs rhumatoïdes vont se déposer au niveau des articulations. Ils vont provoquer ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde. Donc, pour dépister ou pour mettre en évidence le facteur rhumatoïde, on va utiliser un antigène rendu particulier. On va utiliser des immunoglobulines, c'est un IgG humaine, c'est un antigène soluble qu'on va fixer sur des particules de polystyrène. On aura ainsi la formation d'un antigène particulier. Cet antigène, on va le mettre en contact avec le sérum du malade. Si le sérum du malade contient le facteur rhumatoïde qui est représenté par les IgM, on aura la formation d'agglutinat. L'aspect sera en amas et on dit que la réaction elle est positive. Si par contre le sérum du malade ne contient pas le facteur rhumatoïde, on n'aura pas la formation de l'agglutinat et l'aspect reste homogène. Ça, c'est le test au latex qui permet de détecter la présence du facteur rhumatoïde dans le sérum des patients. Le deuxième test, c'est le test de Waller-Rose.
le titre, c'est la dernière, l'inverse de la dernière dilution qui donne une réaction positive au au test de Waller-Ross. Donc, on a pour la détection du facteur rhumatoïde, on a deux techniques, le test au latex qui permet la détection du facteur et le test du Waller-Ross qui permet la titration du facteur. La troisième application de l'agglutination active ou de l'agglutination passive ou indirecte, c'est le test de Coombs. Les deux tests de Coombs, le test de Coombs direct et indirect, les deux tests de Coombs font partie de l'agglutination indirecte ou passive. On commence d'abord par le test de Coombs direct. Le test de Coombs direct, on veut par exemple prouver l'existence d'auto-anticorps dans le sérum. Par exemple, les auto-anticorps dirigés contre les érythrocytes humains. On va prendre des globules rouges du patient et on va rajouter à ces globules rouges le facteur de Coombs ou le réactif de Coombs. Le réactif de Coombs, je le vois, c'est une antiglobuline. C'est-à-dire, c'est un anticorps qui va fixer fixer les anticorps. Si on met le réactif de Coombs en contact avec les globules rouges d'un patient qui présente ou qui a des auto-anticorps dans le sérum, le facteur ou le réactif de Coombs va se fixer sur les auto-anticorps et on aura la formation d'un agglutinat. La réaction, elle est dite positive. Ça, c'est le test de Coombs direct. Si par contre, on prend les globules rouges du patient et on prélève également du sérum du patient, et on va les mettre, la réaction de Coombs indirect, on va les mettre en culture. On incube les globules rouges dans le sérum du patient. Maintenant, le patient, on va prendre les globules rouges تاعو, on va prendre le sérum تاعو, on va les mettre en culture. Après une période, on va rajouter à cette culture, on va rajouter le réactif de Coombs, et une antiglobuline. Le facteur le facteur de Coombs va se lier aux auto-anticorps qui étaient présents dans le sérum. On a une réaction positive. Donc la réaction positive sur le test de Coombs va affirmer la présence d'auto-anticorps. Par contre, si le sérum de le patient me fiche les auto-anticorps, le réactif de Coombs, il ne va pas se lier au globule rouge, on n'aura pas la formation d'agglutinant. Donc là, le test de Coombs direct. Directement, on prend les globules rouges, on met معاهم le réactif de Coombs. Le test de Coombs indirect, avant de les mettre, avant d'ajouter le réactif de Coombs, on va les mettre en culture. Donc هنايا هذه Coombs direct. Si on fait une culture en avant, ça c'est le test de Coombs indirect. Donc à le test de Coombs, quel est l'intérêt تاعو, l'utilité تاعو? Le test de Coombs, il est utilisé pour rechercher une incompatibilité fœto-maternelle, par exemple le rhésus. إذا كانت le sérum de la mère, le sérum de la maman fait des anticorps contre le rhésus, ou le fœtus il est rhésus positif, on aura une formation, les auto-anticorps, les anticorps de la maman vont attaquer les globules rouges du fœtus. هذه نسموها l'incompatibilité fœto-maternelle. Elle peut être mise en évidence par le test de Coombs. On va prendre des globules rouges le fœtus, principalement le cordon ombilical, ونحطوهم مع le sérum تاع la maman. On fait la culture et on recherche l'incompatibilité fœto-maternelle. La deuxième application, c'est la recherche d'une anémie immuno-hémolytique, c'est-à-dire une anémie hémolytique auto-immune. L'anémie
hémolytique auto-immune, le patient عنده في le sérum تاعو des auto-anticorps contre les hématies ديالو. La troisième application, c'est la recherche d'une incompatibilité après une réaction transfusionnelle. Après la transfusion du sang, un don de sang, on recherche s'il y aura des réactions d'agglutination. Maintenant, le sérum du donneur, s'il comporte des anticorps, le sérum du receveur, s'il comporte des anticorps contre les hématies du donneur. Ça, c'était le test de la dernière application, je l'ai oublié, la sérologie syphilitique. On utilise l'agglutination passive ou indirecte, la sérologie syphilitique. On a principalement deux tests, le TPHA et le VDRL. Le TPHA, on va utiliser un antigène qu'on appelle l'antigène tréponémique. Cet antigène sera fixé sur des globules rouges du mouton. On va rajouter le sérum du patient pour voir s'il y aura des anticorps, le sérum, contre l'antigène tréponémique. Le test au TPHA, c'est un test très spécifique à la sérologie syphilitique. Tandis que le deuxième test, le VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, on va utiliser un antigène non tréponémique. L'antigène, c'est un cardiolipide qui sera fixé sur de microcristaux de cholestérol. Il y a un antigène particulier. On va le mettre en contact avec le sérum. S'il y aura une agglutination, ça prouve l'existence de le germe la circulation. Le test de la VDRL, lui, il n'est pas spécifique. Donc l'agglutination passive ou indirecte, elle a 4 applications. La première, c'est le test Olatex et le test de Waller-Rose pour la détection du facteur rhumatoïde. Les tests de Coombs, la recherche d'auto-anticorps, l'incompatibilité photomaternelle, etc. Le dernier, c'est la sérologie syphilitique. On passe à l'inhibition de l'agglutination. Certaines techniques utilisent l'inhibition de l'agglutination comme principe. La technique, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des antigènes particuliers avec les anticorps agglutinants et on va rajouter un sérum. Si le sérum il contient un antigène soluble, il y aura compétition il y aura une compétition entre les antigènes solubles et les antigènes particuliers sur les anticorps. Le nombre des anticorps qui fixent les particules de latex sensibilisées sera moindre et ainsi on aura la formation des agglutinats sera moins prononcée. Par contre, si le sérum ne contient pas des antigènes solubles, toutes les particules du latex sensibilisées vont fixer les anticorps agglutinants et ainsi on aura une réaction d'agglutination avec modification de l'aspect. Donc la réaction d'inhibition de l'agglutination a pour principe la compétition entre un antigène particulier qui produit normalement une réaction d'agglutination et un antigène soluble qu'on veut prouver son existence dans un sérum. L'application de cette technique se fait le test de grossesse. Le test de grossesse, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des particules du latex sensibilisées par le bêta-HCG. Le bêta-HCG, c'est une hormone qui augmente sa concentration
au cours de la grossesse. Donc là, on va prendre des particules de latex, on va les sensibiliser par le bêta-HCG. Si on va les mettre directement en contact avec les anticorps agglutinants anti-bêta-HCG, normalement on aura la formation d'une agglutination. هذا le cas d'un témoin négatif, où le sérum m'affiche la bêta-HCG soluble. Directement, les particules sensibilisées par le bêta-HCG se lient aux anticorps agglutinants et on aura une réaction, on aura une agglutination. Tandis que si on prend le sérum d'une patiente qui contient le bêta-HCG, on aura une compétition entre le bêta-HCG soluble et les particules du latex sensibilisées par le bêta-HCG. Et le nombre d'anticorps fixant les particules du latex seront moindres. Et ainsi, on n'aura pas une agglutination. Le cas de la présence d'agglutination, on dit que le test de grossesse, il est négatif. Tandis que si on n'aura pas la formation d'agglutination, c'est-à-dire le sérum contient la bêta-HCG libre, on dit que la réaction ou le test de grossesse, il est positif. Donc, en cas d'agglutination, pas d'HCG dans les urines, la réaction, elle est dite négative, la patiente, elle est non enceinte. Si on aura une agglutination, si on n'aura pas d'agglutination, c'est-à-dire euh, il, euh, il y avait une compétition entre la bêta-HCG qui est présente dans les urines et les particules de latex, la réaction, elle est dite positive et la patiente, elle est enceinte. Ça, c'était les cours sur l'agglutination. On fera la vidéo sur le cours de la précipitation dans une autre vidéo. Je vous remercie énormément.